Fragments d'exil. Un podcast de Jalina Ourmia. Pour Radio Campus Orléans 88.3 FM. Fragments d'exil a pour objectif de déconstruire certains préjugés en donnant la parole à des personnes issues de l'immigration au parcours varié, riche et inspirant, qui méritent d'être partagés. Fragments d'exil s'inscrit dans une démarche plus large en collaboration avec le CCFD, Terre Solidaire, Mémoire Plurielle, Olivet Solidarité et le Secours catholique. Fragments d'exil. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fragments d'exil. Aujourd'hui, je suis avec un nouvel invité à qui je vais laisser l'honneur de se présenter. Bonjour à toutes et à tous qui nous écoutent. Déjà, merci beaucoup de m'avoir invité. Je m'appelle Leonardo André. Je suis originaire d'Angola. Certains me connaissent par Léo Windek. C'est un surnom. J'ai 29 ans. Je suis père, marié, j'ai 3 enfants. Voilà ma petite présentation. Leonardo, tu disais que tu venais d'Angola, c'est bien ça ? Oui. Et est-ce que tu peux nous expliquer comment se passait la vie là-bas ? Un petit peu ton enfance ? Ma vie, j'ai grandi dans une famille modeste en Angola. J'ai grandi en écoutant d'histoires des guerres. Mon père était disparu. Donc, avec d'histoires qui façonnent notre société. Et ça m'a donné l'envie d'être journaliste, de faire de la formation de journalisme. Donc, j'ai grandi avec ma mère de mon côté. Je suis allé à l'école. C'est une enfance normale, comme de beaucoup des petits en Angola qui ont des rêves, qui ont des volontés de devenir quelque chose. Donc, de mon côté, c'était un peu difficile car mon père était disparu. Donc, je me suis forcé à faire deux choix. C'est-à-dire un choix, c'était d'être une personne qui va destinée à être criminelle, parce qu'à l'époque, il y avait la guerre en Angola. Mais j'ai choisi le chemin d'études. J'ai choisi le chemin d'étudier car je me suis convaincu que par l'étude, on peut devenir quelque chose d'importance et trouver une manière de façonner, de donner notre impression au monde. Donc, je suis allé à l'école, je suis allé à l'école primaire, à l'école secondaire, au lycée, après à la fac. Et grâce à ça, j'ai pu aussi avoir d'opportunités d'être diplômé en journalisme et après d'avoir un emploi. Du coup, tu étais journaliste en Angola pendant combien de temps ? Tu as pu exercer ce métier là-bas ? Je suis journaliste de formation. Je me suis diplômé en 2013, mais après 2 ans de stage dans une entreprise qui s'appelle Ngushi dos Santos Productions, qui travaille avec des récents formés en journalisme. Donc, il prépare et après, il distribue soit aux médias, soit à la télévision publique, soit aux journaux. Ça dépend. Là-bas, j'étais en tant qu'archiviste et après, je me suis spécialisé à la réalisation des documentaires audiovisuels. Et après, j'ai trouvé une opportunité chez une entreprise, une très grande entreprise qui s'appelait l'Unitel. Donc, j'ai travaillé avec la communication là-bas de 2014 jusqu'à 2022. Donc, si je comprends bien, ta situation professionnelle n'était pas catastrophique, elle était plutôt même assez confortable. Du coup, oui. Qu'est-ce qui t'a amené à quitter ton pays d'origine et à être en France aujourd'hui ?
dans le cadre de mon travail dans cette entreprise, j'ai découvert un réseau de trafic de drogue et d'organes. Donc, c'était une découverte qui était, au moment c'était involontaire. J'ai découvert ça en 2017. Au moment c'était involontaire, et je pensais qu'on dénonçait, on fait la dénonce de ça par mes supérieurs. Ce sera quelque chose de bien vu. Et je pensais même à l'époque que j'aurais des promotions, j'aurais avoir une poste plus haut que les miennes, mais les choses, ça sortit mal de mon côté. Qu'est-ce qui s'est passé du coup justement après que tu aies fait cette révélation en fait? Après cette dénonciation, j'ai senti que ma vie était en danger. J'ai commencé à souffrir des menaces, des persécutions, plusieurs moments, à plusieurs reprises. J'ai contacté la police, rien ne s'est passé. Et au moment que ma famille aussi, ma femme et mes enfants ont été victimes de cette persécution et cette violence, j'ai décidé de quitter l'Angola car j'ai vu que la justice va faire rien. Mais en fait, est-ce que tu sais un petit peu comment était organisé ce trafic? Qui participait en fait dans ton entreprise? C'était des salariés comme tout le monde ou c'était juste les dirigeants? Qu'est-ce qui se passait exactement? Oui, cette réseau de trafic, c'est très organisé. Il y a des gens de très haut placés, surtout dans les systèmes policiers, c'est-à-dire les officiaux, les généraux, les procurateurs. Il y a beaucoup de gens haut placés qui font partie de ces réseaux. Donc j'ai découvert à partir des conversations téléphoniques, mais rien ne s'est passé. Mais en fait, comment tu es tombé sur cette information? Tu dis que c'était par hasard, mais oui. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Est-ce que tu peux décrire un petit peu les événements qui t'ont mené à découvrir tout ça? Oui, dans mon département, j'ai travaillé au contrôle des qualités des clients. Notre mission, c'était de voir l'identité des clients qu'on a sur notre base à données sont les personnes qui utilisent les téléphones. Parce qu'en Angola, on a souvent des vols d'identité. Une personne s'approprie des identités d'autres à partir des numéros de téléphone pour faire des vols dans les banques. Donc, dans notre bureau, dans notre section, notre mission, c'est de voir si vraiment, par exemple, la personne qui utilise les numéros est bien Leonardo, ou bien Leonardo utilise un numéro qui est au nom d'autres personnes. Parce que si quelqu'un en Angola, la télécommunication est gérée par cette très grande entreprise qui était fondée par la fille d'ancien président Isabel dos Santos, c'est l'Unitel. Donc, à partir d'un numéro téléphone l'Unitel est associé la compte bancaire. Plusieurs informations sont associées à un numéro téléphone l'Unitel. D'accord. Donc, notre mission, c'est de garantir que l'identité de la personne, le nom qui est de cette personne est bien l'utilisateur. Donc, je suis tombé à un numéro qui était au nom d'un monsieur angolais qui s'appelait Sébastien Ojonfina, mais le numéro était utilisé par un Chinois. Donc, les changements de titularité, les messieurs angolais et collaborateurs de ce monsieur chinois. Mais les Chinois, ils voulaient faire les changements de titularité pour le numéro être son nom. Donc, c'était au moment de juger pour faire la bonne procédure, c'est de voir si on doit maintenir dans le numéro du monsieur angolais, on doit mettre dans le numéro du monsieur expatrié chinois en Angola. Donc c'était à ce moment-là que je suis amené à avoir des conversations, des messages, où je suis tombé à des informations qui amènent plusieurs numéros, plusieurs identités, avec ces numéros en question sur des conversations de trafic de drogue.
Du coup, Unitel, pour ceux qui ne le savent pas, parce que j'ai fait quelques petites recherches, elle a été créée en 1998. Comme tu le disais, c'est la fille de l'ancien président José Anduro dos Santos qui l'a créée. Et l'État a investi 50 millions de dollars en janvier 2020 dans cette société. Est-ce que du coup, tu penses que la présence de l'État est, peut couvrir les dirigeants de cette société du trafic qu'ils organisent du coup ? Est-ce que tu penses que c'est un fort lien ou pas du tout ? Oui. Les dirigeants, l'État, en fait, ces trafics, j'ai découvert que ces trafics, c'est l'affaire du gouvernement, en fait. Du coup, Unitel, ça servait juste à faciliter du coup ce trafic finalement. Parce que c'était la seule structure de télécommunication, c'est l'organisme qui contrôle, qui supervisionne toute communication en Angola. Et ils savent qu'ils peuvent faire ça parce que rien ne ça va se passer. Ils peuvent parler tranquillement, rien ne va se passer. Mais du coup, ça veut dire qu'en Angola, il n'y a aucune autre société en fait qui utilise dans ce domaine d'activité, contrairement en France où on a par exemple Orange ou SFR. Pas comme en France. En ce moment, je suis en Angola par l'Internet, pour les réseaux sociaux. Il y a en ce moment 3 réseaux. Il y a Movicel, l'Unitel, il y a maintenant Africell. Mais c'est toujours l'Unitel la plus robuste et la plus grande. Oui, ce que je vois sur Internet, après je ne sais pas si les informations sont vraiment vraies, c'est qu'ils auraient un effectif de 200 000 personnes. Est-ce que tu confirmes ça, qu'en fait ils ont finalement un monopole, malgré le fait qu'ils aient des petits concurrents, mais tout petits ? Oui, c'est ça. À l'époque, on disait même que nous sommes des monopoles de la télécommunication en Angola. Mais après l'arrivée de nouveaux présidents, qui a donné une espèce de concurrence, mais c'est toujours les monopoles. Et c'est ça même, c'est ce petit changement de régime présidentiel qui m'a aussi mené à l'idée de dénoncer ça pour penser que quelque chose ça va changer. Parce que on arrivait de nouveaux présidents, monsieur João Lourenço, il disait qu'on doit régler les choses qui sont mauvaises et on doit améliorer les choses qui sont bonnes et régler les choses qui sont mauvaises. Mais les trafics de drogue, il n'y a pas d'intérêt pour des parties de l'État de les régler. Ce que je suis en train de faire des petites recherches, notamment sur Isabel dos Santos, et je vois que c'est la femme la plus riche d'Afrique, d'après le journal Le Monde. Oui. Du coup, ça veut dire qu'elle avait une forte influence sur ça. Et est-ce qu'elle était au courant du coup du trafic? Est-ce que c'est à elle que tu en as parlé directement ou c'est à des gens qui travaillent pour elle? Oui, pour moi, Madame Isabel dos Santos était notre chef, je dirais, on appelait boss, mais pour moi, c'est pas elle qui est dans le centre de ça. Ce sont les gens qui sont toujours en Angola, ce sont des gens qui ont le pouvoir maintenant. Je parle d'actuelle leaderance d'un peu là maintenant, c'est les gens qui sont en actif maintenant. Parce qu'elle-même, c'est elle qui a créé cette entreprise et elle-même, Madame Isabel dos Santos, en ce moment, il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de mensonges en son nom. Je ne sais pas si ce sont des choses qui sont vraies, qui ne sont pas vraies, mais elle n'est pas au courant, n'est pas au centre de cette affaire. Par exemple, le cas du général Leopoldino, qui avait un poste à l'Unitel, lui, il était dedans de cette affaire. Le général Copelipa, il est dedans de cette affaire. Mais ils nous donnent une information qu'ils vont faire quelque chose, mais on entend que rien ne se passe en fait. C'est des théâtralisations. Finalement, le gouvernement est assez... des membres du gouvernement, plutôt, sont dans cette affaire de corruption, dans cette affaire de trafic d'organes. Les personnes de la société Unitel aussi, du coup, qui, certains d'entre eux, je suppose, aident justement à camoufler ce trafic et à, faire en sorte qu'il passe inaperçu. Malheureusement, toi, t'es tombé dessus.
Et comme tu ne faisais pas partie de ce réseau, de ce groupe, tu n'as pas pu justement garder le silence là-dessus. Tu as décidé de dénoncer et tu es parti. C'est ça. Oui. Comme le gouvernement était mêlé, forcément, tu n'as pas eu de soutien. C'est ce que tu nous disais tout à l'heure. Et à l'heure d'aujourd'hui, est-ce que tu ressens encore des pressions, en fait, de leur part? Ou est-ce qu'ils t'ont un petit peu oublié, finalement? En ce moment, je me suis caché. En ce moment, je me suis caché en France. Et, mais j'ai reçu d'informations qu'en ce moment, je suis associé à un criminel, à un ancien membre du trafic qui faisait partie du trafic, mais qu'il a été arrêté en Angola. Mais ils disent que moi, je faisais des consultations illégales. Donc, les consultations que je faisais pour trouver cette information, ils disent que c'était illégal parce que j'ai partagé cette information avec des journalistes que j'ai connus pendant mon période d'étudiant et mon moment de stage. D'autres sont décédés. Et en ce moment, mon image en Angola, c'est pour des gens qui me connaissent, c'est masqué. Ils sont associés à des criminels comme quelqu'un qui a fait des comment s'appelle les termes? C'est calomnia. Oui, ils t'ont calomnié en fait. Oui. Ils ont dit que j'ai fait j'ai dit des mensonges à propos de l'État. Du coup, ils essaient de te faire plonger avec ce criminel qui a été arrêté. Est-ce que tu as son nom? Est-ce que tu veux le dire ou pas du tout? Le criminel qui a été arrêté en Angola l'année dernière s'appelle Gelson Manuel Quintas. Et il a été pourquoi? Pour des faits qui ont lieu avec le trafic ou pour autre chose et ils sont remontés jusqu'à ce trafic? Moi, j'ai dénoncé le trafic des drogues en 2017 au moment de nouvelle ambiance politique, nouvel président qui faisait des nouvelles promesses. Donc, j'ai trouvé ça une opportunité de monter aussi au niveau personnel. Je pensais que je vais avoir des bons postes. Et c'est monsieur qui a été arrêté en Angola en 2024. Il était fui au Mozambique. Donc, il faisait partie du trafic de drogue. Il s'appelle Gelson Manuel Quintas. Il a commencé à réaliser des podcasts, des lives sur l'Internet pour parler des réseaux des criminels. Lui, il explique vraiment comment s'est passé les choses avec ces gens du trafic. Mais lui, il faisait partie du trafic, alors que moi, non, j'étais un employeur. J'ai découvert ça dans le cadre de mon travail. J'ai dénoncé ça pour les moyens légaux. D'abord, c'était à mon hiérarchie. Rien ne s'est passé. Après, je suis allé à la police. Il y avait même un ancien commandant de la police qui disait à l'époque, nous, on ne peut pas prendre des plaintes contre notre supérieur. Nous, on ne peut pas faire un résistement des plaintes contre notre supérieur. Ce n'est pas possible de ça. Il a dit aussi que cette affaire est connue, mais que la police n'a pas d'autorisation de régler. Donc, moi, je me demande, si la police n'a pas d'autorisation de régler l'affaire du trafic des drogues, qui fait très mal à une société, qui fait très mal à un pays, qui a le droit de faire ça? Donc, dès à partir de ce moment-là, finalement, tu sens que tu ne seras pas en fait pris en considération, que ce que tes mots vont rien apporter finalement. Et du coup, si jamais tu dénonces ça à d'autres personnes, que tu fais émettre un bruit de ce trafic et que tu donnes des éléments précis, tu sais que ta vie sera en danger. Et ça a été le cas, comme tu le disais, tu as reçu des menaces pour toi-même, pour ta famille. Donc vous avez décidé de quitter l'Angola. Et comment est-ce que ça s'est passé? Est-ce que tu es parti avec tes propres moyens? Ou alors est-ce que tu as pu en fait avoir une mesure de protection d'État européen? Comment est-ce que tu as fait? Moi, j'ai jamais eu l'intention de quitter mon pays parce que j'ai rêvé beaucoup au pays. Je sentais que mon énergie, mon talent serait très utile à mon pays. Donc, j'ai toujours, depuis 2017 à 2022, j'ai toujours trouvé des moyens pour
dénoncé ça d'abord, parce qu'ils m'ont mis comme un fou, comme quelqu'un qui dit rien. La chose que je me demande aujourd'hui, c'est pourquoi l'entreprise n'a pas me mettait dehors, m'a pas lancé un processus. Donc, elle voulait me garder, me contrôler. Donc, j'étais contrôlé. En 2022, j'ai été séquestré pendant 3 semaines. Ils m'ont gardé dans un endroit. En décembre 2022, ils sont allés à ma maison. À partir de ces jours-là, j'ai eu le soutien des journalistes, comme je disais avant, pour mentionner quand j'ai parlé de mon propos de quitter l'Angola. Ils m'ont aidé à s'infiltrer, je dirais ça, à être caché dans leur maison et organiser mon départ pour quitter l'Angola. Mais du coup, qui t'a séquestré? C'est des personnes du trafic, toujours, qui avaient Oui, connaissance de ton... de oui, ça, quoi? je sais qu'ils sont des gens de la mafia qui à la solde des autorités. Vous venez d'écouter la première partie de l'histoire de Leonardo. Pour connaître la suite de son histoire, je vous invite à écouter la partie 2 qui est déjà disponible sur votre plateforme d'écoute. Je tiens à remercier Radio Campus Orléans pour son accueil et je vous dis à tout de suite pour la deuxième partie de l'histoire de Leonardo. Tundile mangole ngendele dikanga ukongo kasange atua bulu akampa kwa kimbundu nyakwa kikongo nyakwa umbundu nyakwa fiote